Ok. Todo mundo vindo aqui, boa tarde. Então, agradeço. Agradecemos aqui. Todo mundo vindo aqui, boa tarde. A presença de Jorge Gilberman e de Henri Herré. Agradecemos aqui, todo mundo vindo aqui, boa tarde. Só um segundo. E de Henri Herré. Agradecemos aqui, todo mundo vindo aqui, boa tarde. E esse encontro online, né, o primeiro aqui, encontro online do Grupo Artifício, esse coletivo, né, que está relacionado à pesquisa, à edição, à criação desses encontros. É um encontro realizado pelo PPGAV, o Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFRJ, com apoio do auxílio CAPES, PROEX e o Programa de Internacionalização da CAPES, o CAPES Frente. Agradeço também ao Luiz Garcia, que é o nosso design. Só um minuto, gente. Luiz Garcia, que é o nosso design. Ok, desculpa, peço desculpas. Agradeço ao Luiz Garcia, o nosso design, o Alex Guin, que está aqui fazendo a mediação desse encontro entre Jorge Gilberman e Henri Herré, e o Nicolas Jorge, que está fazendo essa mediação entre as plataformas Zoom e o YouTube. Bom, para a gente aproveitar o tempo, então eu vou passar a palavra para o Jorge Gilberman e para o Henri Herré, e depois nós vamos ter um tempo para as questões de vocês, né? As questões de quem está aqui participando. Agradeço também, em nome aqui de toda a equipe, a presença de vocês. Tem pessoas de tudo quanto é lugar do Brasil, muita gente da América Latina e fora da América Latina também. Então, passo a palavra para o Jorge Gilberman e o Henri Herré. Obrigado. Et voilà. Alors, hier, tu me disais que on pouvait parler des intervalles. Est-ce que tu as toujours envie? Ben, parlons de ça. Ce que je viens de faire là, Oui. ça c'est évidemment, c'est pas écrit, c'est pas pensé, c'est entre deux. Donc voilà, ça je te disais intervalle parce que donc notre règle c'était que tu viens à des moments X, et puis on voit où j'en suis dans le travail, et tu filmes ce moment de travail. Oui. Hein, c'est ça le... Oui. Là tu es arrivé entre deux, et donc c'est pour ça que je te disais bon, ben, c'est embêtant parce que je ne travaille pas là, je suis entre deux moments de travail. Et c'est un intervalle, donc... Et c'est un intervalle difficile? C'est difficile l'intervalle? Alors c'est très difficile, c'est très angoissant. Ces gestes-là, c'était typiquement obsessionnel. Ces gestes-là sont très très utiles. C'est très utile. Et si tu veux... Le modèle de ça, c'est pas de la psychanalyse, hein, c'est juste des souvenirs.
Mon héros, quand j'étais petit, c'était David Crockett. Et la particularité qui me plaisait le plus chez lui, c'est qu'il fabriquait lui-même ses cartouches. Je trouvais ça très très bien. Il y a deux choses qui me plaisaient chez lui. C'est ça et le fait que quand il était devant un danger, un ours ou un indien ou je sais pas quoi, il éclatait de rire. Il riait. Et en fait, mon père était un peu comme ça. Dès qu'il y avait un problème, il se mettait à rire. Enfin bon, voilà. Le fait de faire les cartouches, c'est comme le rire, ça conjure la peur. Avec ça, j'ai pas peur. J'ai peur d'un sujet. J'ai peur du réel, j'ai peur de l'histoire, j'ai peur. Mais là, voilà, j'ai pas peur. Des images qui sont à 10 cm l'une de l'autre n'ont pas la même relation que si elles sont à 3 cm l'une de l'autre. Avant, après, dessous, dessus. Donc tous ces intervalles-là, ça vaut le coup de les filmer. Et je pense qu'on le sentira mieux comment tu manies ces intervalles, comment tu les tripotes, tu les farfouilles, en le filmant. Donc, je sais pas comment on va faire. Hein. Essayons, mais non, et moi, c'est ça qui est bien. D'accord. Donc essayons de voir, tu as bien une image dans ton... Ah, il faut tuer la mouche. Non, sinon, on laisse la vivre, la mouche. Ah ouais, mais elle va tuer le son. Alors là, je suis désolé, vraiment désolé. Il y a tout un texte de bataille sur la mouche. Ouais. Je suis absolument désolé, mais... je suis pas pour. Mais... c'est, voilà, la mouche, c'est l'intervalle. Elle est là, voilà, un journal. J'ai fini mon séminaire. J'ai fait des voyages, voilà, je suis fatigué. Et j'ai interrompu un travail, j'ai interrompu un texte que j'ai commencé sur Godard. J'avais envie de savoir un peu qu'est-ce que je peux construire sur Godard, étant donné que chaque fois que je travaille sur quelque chose, en fait, je n'ai aucune opinion préalable. Ça, c'est très très important. Je pense que... Alors je ne sais pas si c'est singulier ou général, on a souvent l'impression à lire les philosophes qu'ils expriment une opinion qu'ils avaient à l'avance. Je pensais ça et voilà, je vous l'écris. Alors moi c'est pas du tout, c'est presque jamais ça. Hein. C'est jamais ça. Je ne sais pas du tout ce que je pense de Godard, mais je ne sais pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui m'apparaissent, il y a des choses qui me semblent extraordinaires, il y a des choses qui me sont désagréables, il y a un mélange sur lequel je n'ai aucune maîtrise. Donc écrire ça va m'aider à à avoir un point de vue peut-être. Je n'en sais rien. Valeu. Sim. Agora, passamos a palavra para Henri Herré e Jorge Gilberman. Je voulais commencer par cet extrait parce que je trouve qu'on sent bien l'atmosphère, c'est-à-dire l'atmosphère filmique entre deux caméras, une en haut fixe et une dans ma main alors que je suis à côté de Georges, et l'atmosphère philosophique, comment on aborde voilà, la philosophie, justement, de manière absolument en lançant des hypothèses, de manière heuristique, et enfin l'atmosphère amicale entre Georges et moi. Alexandre, je pense que tu peux traduire. Sim. Bom, então, o Henri escolheu passar esse vídeo primeiro, esse trecho, né? Porque ele
acredito que esse trecho sintetiza, é uma síntese, né, da atmosfera, que é ao mesmo tempo a atmosfera fílmica, com duas câmeras, uma em cima, que está fixa, né, e uma na mão dele, uma outra atmosfera, que é a atmosfera filosófica, que é a questão de como se aborda a filosofia, né, como que se coloca o conjunto das hipóteses, e uma terceira atmosfera, que é a atmosfera da amizade, assim, né? Ce que je pourrais dire, peut-être, d'abord, en voyant cet extrait, parce que je n'ai pas vocation à les voir, en fait, ces films. Je ne les vois pas. Là, j'avais complètement oublié cette histoire de mouche, par exemple. C'est la relation travail-amitié. Je te laisse traduire, Alexandre. Obrigado. Então, o que é curioso pro Jorge Huberman é que ele não tem uma relação com esses filmes no sentido de consultá-los, né? Ele não os viu e, por exemplo, ele tinha totalmente esquecido essa história com a mosca. E o que é importante para ele, que ele gostaria de ressaltar aqui, é a relação entre trabalho e amizade. Le plus beau travail se fait quand il y a de l'amitié et du jeu. De plus, donc vous avez déjà senti, puisqu'on rigole beaucoup, là, qu'on s'amuse en même temps, hein, tu es d'accord? Et d'autre part, dans cette amitié et cette confiance, vous remarquerez une analogie entre nos deux approches. Tu peux traduire. Alexandre? Sim, claro. Então, não tem mais belo trabalho de que quando tem, ao mesmo tempo, a amizade e o jogo, né? A gente pode ver nos vídeos que eles riam muito, que eles estão brincando, né? Então, tem essa relação entre a amizade e a confiança, né? Et il y a l'analogie entre nos deux façons de faire, c'est beaucoup dans la pauvreté. Moi, tu me dis si tu es d'accord, c'est-à-dire moi j'utilise des bouts de papier qu'on achète même au supermarché, donc c'est du papier A4, 80 grammes, blanc, et puis voilà, on le trouve partout. C'est des moyens pauvres qui permettent d'être le seul maître de sa production. Et Henri fait pareil. Il n'y a pas d'assistant, il n'y a pas de projecteur, il n'y a pas de... Voilà. Et donc, ça donne un jeu entre nous et le jeu permet la constellation d'idées et la constellation d'idées, c'est le travail. Alexandre. Sim, então, tem uma analogia entre as duas maneiras de fazer deles que se encontra em torno da pobreza. Por exemplo, o Jorge ele trabalha com pedaços de papéis comum, assim, comprado no supermercado, né? Que são meios pobres, né? Mas que permitem, ao mesmo tempo, ser o mestre da própria produção. O Henri, por sua vez, ele trabalha sem assistente, ele trabalha sem luz, né? Então ele também se encontra nessas mesmas condições, assim, nessa chave da pobreza. E aí isso permite instaurar esse jogo, né? E ao mesmo tempo uma consideração de ideia da qual surge o trabalho. Alors, on a commencé, le premier jour où on a filmé, c'était en 2013, donc il y a 10 ans maintenant. Et aujourd'hui, on a 60 heures de film. On se voit tous les ans, au moins une fois. Et on n'avait aucune intention au départ. On avait juste envie de passer un moment ensemble. On ne savait pas du tout le film qu'on faisait, ça nous était complètement égal. Vas-y, Alexandre.
Então, eles começaram esse projeto em 2013, ou seja, tem uns 10 anos, e eles têm até o momento aproximadamente umas 60 horas de filmagem. Eles se encontram pelo menos uma vez no ano, e quando eles começaram esse filme, eles não tinham nenhuma intenção a não ser passar um momento juntos. Donc, vas-y, fini. Non, c'est bon, espera. D'accord. Donc, j'arrive chez Georges, je mets mes caméras, et puis ça commence toujours par « Qu'est-ce que tu fais en ce moment ?» Donc, il n'y a aucun discours, aucune recherche, aucune préparation. C'est le plaisir d'être ensemble et de déplier le travail de Georges ensemble. Et comme ça, année après année, les heures, comme ça, se sont rassemblées, et on est arrivé aujourd'hui à 60 heures. Et là, il commence à se passer un phénomène très particulier, comme si on avait atteint une masse critique qui fait que ces 60 heures deviennent un objet actif en lui-même. Vas-y, Alexandre. Oui, excusez-moi, c'est que je ne vou pas perdre la fin. Então, o combinado, enfim, o Henri chega na casa do Jorge, ele põe a câmera e aí começa a pergunta, que é o que você está fazendo nesse momento, né? Então, não tem nenhuma pesquisa anterior, não tem nenhuma preparação específica. A ideia é justamente observar, né, ver esse trabalho do Jorge de Huberman juntos. E aí, nesse processo, as horas foram se acumulando, né? E se juntou, então, um total de umas 60 horas. E aí, agora está começando a acontecer esse fenômeno peculiar, que essas 60 horas, elas começam a se tornar ativas por si só, né? Começa a se tornar ativo. Donc, aucune intention au départ, juste le plaisir d'être ensemble. Aucun enjeu de pouvoir, on ne savait pas ce qu'on faisait, on n'avait aucun but. Et comme il n'y avait pas d'enjeu de pouvoir, ce qui apparaît maintenant avec ce 60 heures, c'est que cet objet, qui s'appelle la table des matières, est un objet qui n'est qu'une proposition de puissance. Et les puissances, elles viennent par les rencontres. Donc, ça peut être les rencontres avec... la première a été avec une galerie au Maroc, la galerie Cube, et ils ont demandé de faire une installation dans cette galerie. Ensuite, j'ai fait une autre installation dans la librairie. Ensuite, on est en train de préparer une grande exposition dans une institution en France. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est une des puissances du film, c'est-à-dire Tadeu nous propose d'en envoyer comme ça quelques extraits. Mais à chaque fois, la forme est complètement différente et absolument pas prévue. Ok, então, o trabalho começa sem nenhuma intenção, né? Ele ressalta isso mais uma vez, somente em torno do prazer de estar junto, e não tem nenhum jogo de poder aí, né? Não tem nenhum objetivo definido inicialmente. E aí, devido a esse contexto primário, né? Este objeto, que eles chamam de table de matière é o sumário, né? Mas tem esse jogo de palavra aqui que é interessante, que é a questão da mesa, né? A mesa onde se encontra a matéria, mas que, bom, traduzindo é sumário. Desse objeto surgem várias proposições de potência, e através dessas potências são diversos encontros. Então ele menciona, por exemplo, que ele foi chamado por uma galeria no Marrocos para fazer uma instalação. Depois teve uma outra instalação também que está sendo preparado numa livraria.
e agora tem esse projeto, enfim, tem essa apresentação que está acontecendo aqui, junto com o Tadeu Capistrano, com a proposta de passar alguns trechos desses filmes. Mas o que é interessante é que cada vez, em cada instalação, o objeto se apresenta com uma forma diferente. Alors, moi, je voudrais dire, je viens de demander à Henri, cette séquence que vous venez de voir en 2013, il vient de me dire, c'est la toute première, c'est la première fois que je t'ai filmé. On se connaît depuis très longtemps, mais c'est la première fois qu'il me filmait. Peut-être tu peux traduire déjà ce petit passage, Alexandre. Sim, obrigado. Então, o Jorge acabou de pedir ao Henri essa sequência, né, informação sobre ela, e o Henri falou que isso foi em 2013, então na primeira vez que eles filmaram, eles se conhecem há muito tempo, mas essa realmente é o registro do primeiro encontro filmado. Et alors, ce qui me frappe en voyant cette séquence, c'est que je dis, je ne sais rien, et que je parle de Godard. C'est très, très significatif pour moi, parce que je crois que quand un intellectuel est filmé, en général, il se passe deux choses. D'une part, il parle avec autorité. Il est filmé parce que ce qu'il va dire est le discours d'un expert. Dans le même temps, ce même intellectuel qui a de l'autorité est captif d'un dispositif. En général, c'est le type habituel dans les documentaires quand on interviewe les experts. Et le cinéaste, du coup, il a pour fonction de capturer et d'exercer son autorité, notamment en coupant la parole de l'intellectuel et par le montage. Je vais te couper la parole. À toi, Alexandre. Oui, non, j'allais. Oui, une seconde. Très bien. Alors, o que surpreende o Jorge de Huberman quando ele vê esse trecho é que ele se vê falando que ele não sabe nada a respeito do Godard. E ele acha que isso é uma coisa muito significativa. Muito significativa porque aí ele desenvolve essa reflexão de que quando um intelectual está sendo filmado, acontecem duas coisas. Uma é que ele está sendo entrevistado, né? Ele fala com um discurso que é um discurso de alguém que tem uma certa autoridade sobre um assunto, né? Que sabe do assunto do qual ele está falando. Mas ao mesmo tempo, esse intelectual ele é refém de um dispositivo. Esse dispositivo do cineasta, né? Que está filmando, que tem por função capturar justamente essa fala e o cineasta exercer uma certa autoridade cortando a fala do intelectual através da montagem. Merci, Alexandre. Et quand Henri est venu me filmer, moi je me disais, mais comment on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire après, en particulier, ce chef-d'œuvre qu'est l'Abécédaire de Gilles Deleuze. Parce que dans l'Abécédaire de Gilles Deleuze, il n'y a pas non plus une véritable autorité, mais il y a une règle abécédaire et c'est très, très préparé. Chaque plan est extrêmement préparé. Nous, c'est vraiment un dispositif sans aucune autorité. Et j'ai encore quelque chose. Alexandre, merci. Então, quando o Henri chegou com essa ideia, né, quando eles começaram a filmar, o Jorge de Huberman pensou, como vamos fazer, né? O que a gente pode fazer nesse sentido, né, depois do abecedário do Gilles Deleuze?
o abecedário do Gilles Deleuze, que é um dispositivo no qual não aparece nenhuma autoridade, mas há uma regra muito clara, né? Letra por letra, né? Então, é uma coisa o abecedário do Gilles Deleuze é muito preparado, enquanto eles justamente não tinham essa preparação. Et je voudrais dire une dernière chose là, avant de repasser la parole à Henri, c'est que le fait que j'étais à ce moment-là en train de me dire, bon, je vais dire quelque chose sur Godard. Pourquoi Godard? Alors, c'est le même problème, c'est le problème de l'autorité. Je dois dire que tout ce qu'on écrit est autobiographique, toujours. Dans ce cas précis, j'ai décidé de travailler sur Malraux et Godard exactement à l'époque où, après de longues années de polémiques, de difficultés polémiques avec les institutions, voilà, j'ai senti que on me donnait de l'autorité. Alors je me suis dit, il faut travailler sur cette question. Il faut critiquer cette notion d'autorité et Godard était un bon sujet là-dessus. C'est tout à fait autre chose si je m'intéresse à Clarice Lispector, García Lorca ou Pasolini, par exemple. OK? Desculpa. Então, o fato de começar, né, dizendo alguma coisa sobre Godard, o Jorge Gilberman se pergunta por que isso, né? Para ele, isso levanta a questão da autoridade. E ele acredita que tudo que está escrito, tudo que se escreve, tem sempre alguma coisa de autobiográfico. E aí ele evoca que nessa época foi justamente quando ele decidiu falar sobre o Malraux e o Godard, porque depois de muitos anos de várias polêmicas, ele conseguiu finalmente ter um lugar de autoridade, e a partir disso ele decidiu criticar justamente a autoridade. E o Godard é um personagem excelente, né, justamente para isso. O que seria diferente, né, talvez não fosse possível fazer isso através de, enfim, seria diferente através de Clarice Lispector, do Pasolini, do Yorker. C'est Foucault qui a rendu très, très clair, Michel Foucault, qui a rendu très clair la relation entre le savoir et le pouvoir. La question pour quelqu'un qui écrit et qui enseigne, c'est comment acquérir une autorité, celle qui fait l'auteur, comme on dirait un auteur de poésie, sans être autoritaire comme quelqu'un qui a du pouvoir. Comment faire ça? C'est ça l'enjeu, toujours. Então, ele lembra, né, que o Michel Foucault que tornou claro essa questão da relação entre o saber e o poder. E aí ele fala, né, que para alguém que escreve e que ensina, a questão sempre é como obter autoridade. Então, autoridade no sentido do autor, como um autor de poesia, por exemplo, mas sem ser autoritário. Isso é a questão. Alors, moi, je ne me suis jamais posé aucune question en faisant ce film. Je l'ai fait sans aucun projet. Je l'ai fait comme un pêcheur qui se met dans un endroit, s'assied, met sa canne à pêche et
voit l'eau couler et voit s'il va attraper quelque chose. Le contraire de ce que disait Georges tout à l'heure, le contraire d'un chasseur qui cherche sa proie. Et ce qui me plaisait aussi, c'était de partir de rien. Et je vous propose de regarder, est-ce que tu peux passer le film numéro 3, s'il te plaît? On va regarder un film de 7 minutes. Ok, então o Henri Herré, por sua vez, ele comenta que ele nunca ele não se fez nenhuma pergunta ao começar esse projeto. Ele justamente não tinha algum projeto e ele traz essa imagem de ele se compara a um pescador que chega num lugar, sente e espera ver se a isca vai pegar, né? Ao contrário do caçador, né, que estava sendo mencionado no vídeo, né, pelo Jorge de Huberman. Então, o Henri Herrera, ele realmente partir do nada, assim, ver o que vai surgir. Aí ele propõe, então, para a gente assistir um novo vídeo. E é isso, vou passar o vídeo, só confirmar aqui. Henri, c'est la vidéo numéro 3, c'est ça? Ok. De rien, c'est partir de l'espèce de vacuité et d'appel d'air comme ça qui se passe au moment de la rencontre avec un objet nouveau. La grande question, c'est qu'est-ce que c'est un objet nouveau et qu'est-ce que c'est une rencontre et comment on la suscite. Parce qu'on peut passer dans la rue, dans ma rue, j'ai raté peut-être plein de choses extraordinaires. Hein. Tous les jours, je passe, je ne regarde pas. Un moment très important, je le dis toujours aux gens plus jeunes, c'est choisir son objet. C'est vraiment comme une rencontre avec quelqu'un. Une rencontre avec quelqu'un qui est importante. C'est à la fois un non-choix et un choix extrêmement puissant. Donc, c'est ça la chose, c'est que devant cet objet, on est une sorte à la fois de respect et de donner à l'objet la possibilité qu'il ouvre ta pensée, en quelque sorte. D'où ça se traduit par un problème de style à chaque fois, un problème d'écriture. Quelle écriture pour cet objet? Quel style pour cet objet? Et l'idée des phasmes, par exemple, elle vient entièrement de là. C'est-à-dire qu'au fond, les phasmes, c'était une sorte de réflexion sur le mimétique, l'imitation, tout ça, mais en même temps, c'était une acceptation du fait que je me fais phasme de l'objet qui est en face de moi, c'est-à-dire que je me mets à devenir, si l'objet est verdâtre, je me mets à devenir verdâtre, enfin j'essaye de devenir verdâtre si j'y arrive, voilà, et ce qui est une manière, je dirais, très ambivalente au niveau psychique, d'être à la fois très humble, puisque tu te fais à l'image de l'objet qui est en face, et très vorace, car un phasme mange les feuilles qu'il imite. Il fait semblant d'être une feuille, en fait il mange les autres feuilles, quoi. Il y a un côté vorace que j'admets tout à fait. Voilà. Voilà, croquer les images à pleines dents. Voilà, c'est le péché, c'est le péché originel. Croquer dans l'image. Ouais. Toi, tu retravailles, tu rejoues tes intervalles
à chaque fois que tu travailles sur un nouveau corpus des images? Ou... Alors l'intervalle, il intervient à tous les niveaux. C'est-à-dire, très souvent, je fais des images. Comme tu sais, je fais beaucoup de photos. Donc je fais des images. Les images, elles arrivent dans différents fichiers maintenant de l'ordinateur, dont le grand problème, c'est de savoir comment les mettre les uns à côté des autres, comment les classer. À un moment donné, donc, je fais comme ça, je fais des images qui m'intéressent de façon intuitive, sans savoir. Donc je les imprime, et puis donc je fais exactement pour les images ce que je fais avec les fiches de texte. Et je les mets sur la table et je fais un certain ordre. Le texte découle pratiquement de ça. Là, c'est ça, moi, que j'aimerais bien voir. Ça m'arrive Quand tu souvent de travailles faire ça. d'abord une sorte de chemin de fer d'image et ensuite le texte vient. Mais c'est les deux en même temps. Parce qu'une fois que le texte vient, je m'aperçois que mon montage d'image n'était pas si bien que ça. Donc je peux transformer le montage d'image. Donc ça, chaque chose corrige le mouvement de l'autre en permanence. Ça m'arrive aussi même au niveau de la prise de vue de certains objets. Je fais des photos grâce auxquelles je vois des choses que j'avais jamais vues. Et une fois que je les commence à écrire dessus, mince, j'ai pas fait le bon cadrage. Il fallait absolument que je vois ce qu'il y a en dessous, par exemple. Donc je retourne et je refais une photo. Donc tu vois, il y a un échange constant entre... Mais la question du montage et de l'intervalle, elle se joue au niveau d'un livre, puisqu'un livre, en fait, c'est quelque chose qui va dans un seul sens. Enfin, je veux dire, c'est un récit. Tu es obligé de... En plus, ça me plaît que les moyens du livre soient relativement limités. J'ai pas envie de mettre 100 000 images. Donc, les éditions de minuit, par exemple, tu peux pas mettre beaucoup d'images, et de toute façon, elles sont en noir et blanc. Il faut imaginer ce que ça va donner en noir et blanc. Et puis donc, il faut une certaine narrativité de ce que les images vont... voilà, ça va surprendre ou pas. Qu'est-ce qui va se passer en termes d'images. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on comprenne mes livres sans les lire, uniquement en regardant l'iconographie. Moi, je fais toujours ça. J'aime tellement mon lecteur, je suis tellement content que le lecteur, il ait déjà le livre entre les mains, je fais tout pour lui simplifier la vie, alors que c'est souvent complexe. Mais si tu veux, on peut comprendre quelque chose uniquement en voyant l'illustration. On peut comprendre quelque chose uniquement en lisant les titres de chapitres. On peut comprendre quelque chose. Alors si on veut... En général, tu sais, je fais des tables des matières un peu précises. Donc ça aide encore le lecteur. Si tu n'as pas envie de lire les phrases, tu lis que les italiques dans mon texte. Et tu comprends. Tu vois, je fais tout pour... Et tu comprends des choses différentes à chaque fois en même temps. Probablement, mais en tout cas, d'une chose soulignée à l'autre, en italique, le lecteur va comprendre mon raisonnement. Il va comprendre que j'oppose tel mot à tel autre. Tu vois? Donc c'est en fait du montage absolument... à tous les niveaux. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Tu es absolument pas linéaire, tu fais du montage à tous les niveaux. Absolument, à tous les niveaux. Voilà, je crois que... Eh bien, comme sans doute les participants de ce séminaire, c'est la première fois que je vois ces images. Peut-être je peux revenir sur une chose, sur la question du style. C'est tellement important. Dans la production intellectuelle académique,
on a souvent l'impression que tout est écrit par le même auteur. Ça, c'est le travail des correcteurs, des éditeurs, surtout aux États-Unis, par exemple. Alexandre. Então, o Jorge Dilberman comenta que, como os participantes aqui, é a primeira vez que ele vê essas imagens. E aí ele gostaria de voltar sobre uma coisa específica, que é a questão do estilo, que é uma questão tão importante. E aí ele menciona que na produção intelectual e acadêmica, frequentemente você tem a ideia de que é sempre o mesmo autor. E ele destaca, isso é particularmente presente nos Estados Unidos. Merci. Alors, vous avez compris qu'il y a du montage à tous les niveaux. Je ne vais pas revenir là-dessus. On peut en rediscuter avec les participants de notre discussion. Je veux simplement dire que c'est quelque chose de très important pour moi, que le style d'une analyse écrite, d'une pensée, d'une description ne soit pas le même d'un objet à un autre. C'est un principe que je tiens de la phénoménologie, en me disant, si chaque objet, chaque événement a son style, alors moi, si je veux en parler, je dois modifier ma façon de parler et de penser devant ce nouvel objet. C'est très, très important pour moi. Então, tem a questão da montagem em todos os níveis, né, como vimos no vídeo, e isso é uma coisa que podemos conversar depois, mas o Jorge Dilberman quer dizer alguma coisa que é muito importante para ele, que é justamente o estilo da análise, que é o estilo desse pensamento, dessa escrita, que não é o mesmo quando você passa de um objeto a um outro. Isso é uma coisa que vem da fenomenologia, né? E aí a ideia é que, uma vez que cada objeto tem uma forma de pensar, né, tem uma forma específica uma forma que lhe é própria, então para poder falar a respeito de cada objeto, é preciso alterar a sua própria forma de falar e de pensar. Une petite chose pour finir là-dessus. On a parlé de voracité. J'ai parlé de voracité. C'est un thème d'ailleurs très brésilien. Et j'avais écrit un texte sur la voracité pour la Biennale de São Paulo, je me souviens. La voracité est quelque chose qui m'était très reproché par mon maître Hubert Damisch. Il me disait, vous êtes vorace. Mais c'est pas, vorace ne veut pas dire vouloir tout manger, vorace veut dire manger de tout. C'est-à-dire la multiplicité est une chose essentielle. C'est pour ça que je suis extrêmement critique avec le style académique en sciences humaines qui semble écrit par toujours le même auteur. Et là encore, je ferai un hommage à nouveau à Deleuze et à Guattari lorsqu'ils commencent l'un de leurs livres en disant on a écrit notre livre à deux, mais comme chacun était plusieurs, ça fait beaucoup de monde. Então, sobre o tema da voracidade, perdão, que é um tema muito brasileiro, né? E, aliás, o Jorge Dilberman tinha escrito um texto, perdão, sobre o tema, né, para a Bienal de São Paulo, e essa voracidade era alguma coisa que era apontado por seu mestre, Hubert Damisch, né? Oui. É isso. E aí o Jorge Dilberman replica que voraz não é comer tudo, mas é comer de tudo. E aí, graças a isso, né, ele ressalta essa questão da diversidade, que é tão essencial para a escrita, e aí
ele critica mais uma vez essa questão da escritura, da escrita acadêmica, né? Como a gente falou, ele falou mais cedo, né? Dessa questão que parece que é sempre o mesmo autor, e aí ele aproveita dessa oportunidade, né? Para fazer mais fazer uma homenagem, né? Ao Guattari e ao Gilles Deleuze, porque eles, bom, escreveram vários livros juntos e aí eles comentaram que bom, é mais um livro escrito por nós dois, mas como cada um de nós somos múltiplo, é uma profusão de pessoas, né? Merci, merci, merci. Alors, en écoutant Georges, je me suis dit, mon Dieu, il faut adapter le style à l'objet. Et moi, je filme de la même manière depuis 10 ans, c'est-à-dire... C'est le même objet. Voilà. Malheureusement. Et le style, Oui. il vient justement dans les rencontres, c'est-à-dire que à la Galerie Cube, j'ai aussi bien présenté des extraits de 5 minutes sur un iPad qu'une projection de 4 heures en continu sans aucun montage. Et à chaque fois qu'on me demande quelque chose, c'est là où naît le style à partir de ce film ou cet objet qui est 60 heures lié avec la même forme. Donc, le style aussi peut intervenir de façon surprenante, encore une fois, comme non pas un pouvoir, mais comme juste des puissances. Et je crois qu'on pourrait passer aux questions. Tu es d'accord, Tadeu? Oui. Eu vou traduzir primeiro. Então, o Henri Herré comenta que, ouvindo o Jorge Dilberman falando, ele pensa, nossa, meu Deus, tem que adaptar o estilo ao objeto, né? E ele fala, bom, e eu há 10 anos eu estou filmando assim. E aí o Jorge faz esse comentário engraçado, que ele fala, bom, mas você está filmando o mesmo objeto, né? E aí o Henri Herré, então, comenta que o estilo, para ele, né, ele vê que o estilo varia mais na questão da exposição desse material. Então, ele comenta numa galeria onde ele apresentou esse trabalho, ele apresentou tanto 5 minutos de trecho em um iPad, como também 4 horas de projeção contínua, assim, com outro dispositivo, né? Então, ele vê que, no caso dele, é aqui que nasce a questão do estilo, né? Como essas 60 horas filmadas com a mesma forma, né, elas vão poder aparecer na exposição de diversas maneiras. Então, mais uma vez, ele, né, bate nessa tecla de que o estilo para ele surge de forma surpreendente, não como poder, mas como potências. Tadeu, on attend les questions. Bom, vou começar. Então, nós vamos abrir para as questões aqui no chat, para Jorge Dilberman e Henri Herré. Então, abrindo questões, Jorge Dilberman, ele sempre tem essa relação com o companheirismo, né? Fazendo projetos junto com artistas, né? Então, nós tivemos aqui uma remontagem, né? Então, do Atlas Suite com o Arno Giesinger, né? Então, agora tem esse novo projeto com Henri Herré, e além de outras exposições, né? Então, e nós aqui no Brasil sempre tivemos interesse de trazer também as outras exposições, né? Então, eu gostaria que vocês falassem agora, se possível, como é que está o caminho desse projeto, né, de exposição, uma possibilidade de itinerários e remontagens, né? É um projeto que interessa, né, a nós aqui presente. Tem
muitas pessoas de cinema, de fotografia, professores, né? E, além de tudo, com a relação à escrita, né, é um método que sempre... Não um método, né, não é um antimétodo, um processo de criação que sempre instiga, né, estudantes, professores, né, esse turbilhão de criação que é metódica, de Jorge Gilberman, né, e como Henri, reconhecendo, né, as entranhas desse método, então traduz para a gente nessa linguagem, né, precisa e ao mesmo tempo sinuosa, né, no filme, né, na Table de Matière. Então, bom, já estou dando muito trabalho aqui para o Alex Guin, então ele pode resumir aqui o sentido dessa questão que eu estou colocando para a gente abrir, né, mais para as questões aqui. Oui, donc pour commencer les questions, Tadeu mentionne le fait que Georges Didier Berman a toujours une certaine relation de compagnérisme, réalisant des projets avec divers artistes. Il y a eu notamment un projet de remontage avec Arnaud Giesinger. Il y a maintenant donc ce projet avec Henri Héré et voilà, il y en a d'autres également. Et au Brésil, donc il y a sont très intéressés par tous ces projets, comment on peut les faire venir ici, les découvrir. Et donc, il demande, enfin, il est intéressé à l'idée de savoir quel est le chemin, comment vont se développer ces expositions, quels sont les itinéraires de montage, les futurs possibles pour ce travail-là que vous faites ensemble. Et donc, il commente également que dans les gens qui sont présents pour nous écouter aujourd'hui, vous écoutez, il y a sûrement beaucoup de professeurs, d'étudiants en cinéma qui sont très intéressés par ce processus de création qui, sans être Tadeu n'utilise pas vraiment la méthode, mais qui est quelque chose de méthodique, et donc un processus de création auquel on a accès grâce au travail d'Henri. Et on peut voir donc un certain langage précis et sinueux. Enfin voilà, je pense que ça c'était plus une observation qu'une question, cette deuxième partie. Je reprends. Voilà. Merci. Je vais réagir juste très rapidement et peut-être donner la parole à Henri s'il veut bien parler. Je voudrais préciser que dans une opération d'écriture théorique, de philosophie, mais sans doute comme pour le cinéma, pour remonter, pour faire du remontage, il faut d'abord avoir fait du démontage. Il faut d'abord démonter. Il faut d'abord créer un chaos et en même temps, ce démontage doit être une opération critique, donc méthodique et rigoureuse. Ce n'est pas n'importe quoi. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, le futur, j'aimerais bien écouter Henri en parler plus que moi, mais il y a deux futurs qui correspondent en fait à deux notions. La première notion, c'est l'archive. L'archive, c'est donc l'idée d'une plateforme où tout serait accessible, un outil. Ça, c'est une archive. Et puis, par ailleurs, Henri fait des œuvres, c'est-à-dire du côté de l'exposition ou de l'installation. C'est autre chose, parce que là, il y a du remontage. Et dans une archive, il n'y a pas de remontage. Tout est là. Voilà. Donc, il y a deux destins pour ce travail. Un qui est du côté de l'archive et l'autre qui est du côté de l'exposition. Ça te va?
Alexandre, vas-y. Ouais. Pardon, Alexandre, c'était très long. Não, não, c'est très bien, merci beaucoup. Então, o Jorge de Huberman quer deixar claro, né, que dentro de um processo de escrita teórica, filosófica, mas também, e isso faz um paralelo aqui com o cinema, para poder montar, é preciso, em primeiro lugar, desmontar. E essa desmontagem, ela é uma operação crítica, metódica e, ao mesmo tempo, muito rigorosa. E aí, sobre o destino desse trabalho, ele vê dois futuros destinos possíveis, mas depois o Henri Herré vai poder falar mais sobre isso. E ele aborda esses dois futuros através de duas noções. A primeira é a noção de arquivo. Então, existe a ideia, a partir dessas 60 horas de material, de realizar uma plataforma onde tudo seria acessível. Então, isso seria uma ferramenta. E a segunda noção é a noção de exposição, porque o Henri Herré, as obras que ele realiza, né, a partir desse material bruto, são instalações, exposições, e então há aí um trabalho de remontagem. Então é isso, destacando dois destinos possíveis, o arquivo, a exposição. Mais non, deux destins, je ne suis pas d'accord. Il y a une infinité de destins. Ah, De toute façon, là déjà, c'est encore une autre forme qu'on est en train de faire. c'est vrai. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis très gêné d'entendre dire que c'est une œuvre. J'ai plutôt l'impression que voilà, il n'y a aucun destin, il n'y a que des rencontres, mais il y a quelque chose quand même qui est un grand projet, qui est l'horizon pour moi de la table des matières, donc que je vais développer. Vas-y, traduis, Alexandre, s'il te plaît. Então, o Henri Herré respondeu que ele discorda dessa proposta de dois destinos, porque ele vê uma infinidade de destinos possíveis, e aqui sendo mais uma possibilidade, né, essa troca aqui, e então ele fica um pouco incomodado quando se fala de obra, porque para ele não há nenhum destino identificado, na verdade são somente encontros. E ele vê o que é o projeto para ele, realmente ele vê como futuro, mas como horizonte, a questão do sumário, que, enfim, sumário que table de matière, né? Então, relembrando aqui essa conexão. Alors, cet horizon, ça serait un site web qui donne accès à ces 60 heures. Mais ça serait donc une espèce d'archive, mais les archives, pour qu'elles servent, pour qu'elles parlent, il faut bien les ranger. Et ranger une archive, c'est évidemment créer une archive. Alors, pour naviguer dans 60 heures, voilà, il faut vraiment beaucoup travailler à comment ranger ça. Donc, il y aurait trois niveaux. Donc, le niveau de pouvoir regarder les 60 heures chronologiquement. Le niveau de pouvoir appeler des mots, puisque tout serait indexé. Et donc, de savoir, on tape le mot Walter Benjamin, et là, on va tomber sur peut-être 163 possibilités de parcourir ces 60 heures. Mais à l'intérieur de ça, on va associer Walter Benjamin à d'autres mots qui vont comme ça créer toute une série de rhizomes. Ou alors, on pourra taper le mot papillon, et là, on s'apercevra qu'il y a 5 occurrences de papillons et que ça ramène à des choses complètement différentes. De la peur des papillons de Warburg à un papillon qui est
sur une coiffe d'un tableau de Velázquez. Et puis, il y aura le principal pour moi, le plus créatif, qui est de élaborer un mode de navigation à l'intérieur de ce site web qui ressemble à la façon de penser de Georges. Vas-y, Alexandre. Ah, tu ne m'avais pas dit ça. C'est bien. Então, para Henri Herré, o horizonte é criar um sítio, um site na internet que daria o acesso a essas 600 horas de material, a esse arquivo, então. Mas ele salienta, né, que para que o arquivo possa ser usado, para que ele possa servir, para que ele possa falar, é importante que ele seja bem organizado, né? Então, isso vai necessitar muito trabalho para poder pensar, no primeiro lugar, como que isso vai ser organizado. E aí ele faz 3 sugestões, né, 3 possibilidades assim, que ele evoca de poder se relacionar com esse arquivo através desse site. A primeira seria de poder assistir a esse material, a 60 horas de material, de forma cronológica. A segunda seria a possibilidade de realizar pesquisas dentro dessas 60 horas através de palavras. Então, o conteúdo inteiro terá sido indexado, né? E, por exemplo, poderia fazer uma pesquisa Walter Benjamin, e aí dá, enfim, um tanto de possibilidades. E aí poderia também fazer essa pesquisa juntando com uma outra palavra, e aí isso iria criar uma série de rizoma. Um outro exemplo, enfim, a possibilidade de buscar borboleta, e isso vai levantar 5 ocorrências com coisas totalmente diferentes, do medo do Warburg até uma borboleta aparecendo num retrato, numa pintura, perdão, do Velázquez. E, por fim, a terceira possibilidade, que ele considera mais criativa, é elaborar dentro do site um modo de navegar, né, para o usuário, um modo de navegar que se relaciona com a forma de pensamento do Georges Didier Berman. Donc, j'ai commencé à en parler avec des webmasters et la question est comment faire un mode de navigation qui soit heuristique et qui puisse avancer par association d'idées. Là, je vous donne juste un aperçu et la difficulté, c'est alors que la plupart des navigations sont faites pour avoir un espèce de but et dans un sens d'arborescence, là, il faut arriver à faire quelque chose où chaque visiteur va créer sa façon de parcourir les 60 heures. Et donc, il faut qu'on invente une nouvelle navigation qui soit à l'arborescence classique, ce qui est les structures de rhizome. Et c'est un horizon, donc, pour la table des matières, mais c'est un horizon encore très lointain parce qu'il faut beaucoup de moyens et il faut beaucoup de compétences très différentes. Il faut tout retranscrire, il faut ensuite tout indexer, il faut le traduire au moins en anglais, et nous aimerions que ça soit aussi en allemand, en espagnol et en portugais. Et une fois qu'on a fait ça, il faut aussi donc il faut des gens qui travaillent dans l'intelligence artificielle pour créer cette nouvelle façon de naviguer. Merci. Então, o Henri Herré comenta que ele já começou a falar com pessoas de webmaster, né, pessoas que entendem do assunto, para pensar esse modo de navegação dentro do site que precisaria ser heurístico
e que permite avançar por associação de ideia dentro do site. E aí, isso é bastante inovador, porque a maioria das navegações dentro de um site, ela sempre tem um determinado objetivo, né? Tem uma arborescência. E aqui, justamente, a ideia é que cada visitante, né, do site, ele possa criar a sua própria forma de percorrer aquelas 60 horas. Então, trata-se de inventar uma navegação dentro do site que, ao contrário de ser uma arborescência, proponha um rizoma. Então, é um horizonte ainda bastante longínquo, porque isso pede muitos recursos, muitas competências, porque além de todo esse trabalho de programação, né, de pensar a forma do site, vai ser preciso também transcrever, né, todas essas 60 horas, indexar e traduzir. Aí ele falou das línguas inglês, alemão, espanhol, português. Aí ele começou a falar também sobre uma inteligência artificial. Eu peço desculpa que eu cortei o Henri. Désolé d'avoir coupé. Non, non, tu avais bien raison. Et voilà, donc il faut aussi des experts en pédagogie web, des graphistes, enfin une immense équipe, beaucoup de temps, ça va être des mois de travail, donc il faut beaucoup d'argent, mais pour l'instant, je sais juste ce qu'il faut, je n'ai rien, mais on va y arriver. Então, esse trabalho, esse projeto, né, pede competências muito diversas, como pedagogia web, também pessoas que entendam de grafismo. Então, são muitos meses de trabalho, vai pedir também muito dinheiro. Então, no momento, isso não é um dinheiro que esteja disponível. No entanto, enfim, ele já tem, né, isso esquematizado, assim, os próximos passos. De toute façon, je sais que pour ce genre de, justement, de choses qui paraissent énormes, ça va pouvoir arriver de façon très inattendue. Donc, d'ici là, on a plusieurs expositions ensemble avec Georges. Et puis, voilà, des événements comme aujourd'hui, pour moi, c'est, voilà, j'avance et je suis voilà, attentif à tout. Alors, les expositions, il y en a une qui est dans une institution formidable à Caen, à 200 km de Paris, près de la mer. Et c'est un endroit où ils ont plein d'archives. Ils ont les archives de Marguerite Duras, ils ont les archives de Jacques Derrida, donc aussi bien des écrivains que des philosophes. Vas-y, Alexandre. Então, de todo modo, ele sabe que esses projetos enormes, a única forma que eles têm de se resolver é sempre de uma forma surpreendente. Então, daqui para lá, ele sabe que tem várias exposições que vão acontecer com o Jorge Duberman, e essas exposições, como hoje, por exemplo, ele vê isso como um avanço no trabalho, né? E ele está muito atento a esses avanços. E aí ele começa a falar das próximas exposições, né? Então vai ter uma numa instituição da cidade de Caen, na Normândia, na França, 200 quilômetros de Paris, perto do mar, que é uma instituição onde são guardados os arquivos de Marguerite Duras e do Jacques Derrida, então tanto escritores como filósofos. Donc, dans cet endroit, Georges a commencé à déposer ses archives. Il y a un grand endroit d'exposition et on va voir tous les objets qui servent dans le travail de Georges. Donc, il y aura des centaines et des centaines de fiches, des centaines et des centaines d'images, et mes films vont scander l'exposition, le parcours, et donc tous ces objets qui sont autour et qui sont déposés pour une archive, on va voir comment ils bougent et comment ils sont utilisés.
on va voir l'artisan au travail sur sa table de couturière. Vas-y, Alexandre. Então, Ok, o Alex. Jorge de Uber... Oi, Pardon. pode falar. Non, 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 non. Continue. O Jorge de Uberman também começou a deixar seus próprios arquivos nessa instituição de Caen e muitos objetos, e notadamente centenas de fichas, centenas de imagens, e tem um lugar lá, justamente um lugar de exposição para poder mostrar esses objetos, e os filmes do Henri Herré vão acompanhar esses objetos, vai ter um percurso, vai se criar relações entre os objetos e os filmes, e aí ele traz essa imagem, né, que vai ser possível, então, ver o artesão trabalhando na sua mesa de costureira. Et une autre exposition, donc cette exposition-là, c'est pour l'été, cet été. Et l'autre exposition, c'est pour dans un an, où Georges va faire une immense exposition au Reina Sofia, qui est le grand musée d'art contemporain de Madrid. Donc une exposition qui va avoir des centaines d'objets très différents et qui va se dérouler sur des centaines de mètres carrés. Et moi, à côté, je vais faire une toute petite installation dans un tout petit endroit. Et d'une certaine manière, l'exposition au Reina Sofia, ça sera le banquet offert par Georges. Et ce qu'on verra dans ma petite exposition d'installation de films, ce sera la cuisine. Dis où c'est? Et c'est Au Circulo. oui, ma petite exposition sera au Círculo de Bellas Artes. Vas-y, Alexandre. Então, esse primeiro projeto em Cannes, que foi mencionado, ele é para o próximo verão, isso quer dizer julho, agosto, né, de 2023. E aí, daqui a um ano, o Jorge de Uberman tem uma enorme exposição que está sendo preparada em Madrid, no Museu da Rainha Sofia. E aí vai ter enfim, uma centena de metros quadrados de instalação do Jorge de Uberman, né, de exposição. E o Henri Herré vai ter um pequeno lugar, assim, eu vou pedir para ele, mas ele disse depois o nome, num outro lugar em Madrid, um espaço menor para fazer uma instalação, mas aí ele traz essa imagem muito legal, que ele fala assim, que a exposição no Rainha Sofia vai ser o banquete oferecido pelo Jorge de Uberman, enquanto o Henri, ele vai... a exposition dele vai ser a cozinha, né? Henri, s'il te plaît, est-ce que tu peux rappeler le nom de l'endroit où tu vas exposer? C'est au Círculo de Bellas Artes. Ok, donc esse é o nome. Alors, Alexandre, on est en train d'admirer beaucoup la façon dont tu traduis, parce que c'est très vivant et très allègre. Et avant qu'on reprenne une autre question, je te propose, pour que tu souffles un peu, de passer le film numéro 4 qui est sur des problèmes de traduction, justement. Merci beaucoup. Então, agora vamos ver um novo filme, número 4. Tu aurais pu traduire les compliments que je t'ai fait. Bom, como está sendo pedido, eles elogiaram minha tradução por ser alegre e vivaz, e aí justamente isso é o ponto de partida para o próximo vídeo, cujo título é Ser Traduzido. Então vamos ter agora esse vídeo. E obviamente eu agradeci muito os elogios. C'est le numéro 4. Hein? Oui, c'est parti. En fait, j'ai reçu la traduction anglaise de l'image survivante. Après 15 ans, ils ont mis 15 ans quoi, pour la faire. Et
Voilà, c'est une mauvaise expérience pour moi. D'abord, voilà, j'ai reçu le livre. C'est un livre luxueux. Alors que le livre original, c'est un livre, enfin c'est un gros livre, mais il est modeste, il est pas. Comme c'est un livre luxueux, ils ont agrandi, c'est un livre relié et tout ça. Comme ils ont agrandi les images, elles sont toutes floues. Enfin, elles sont floues en général. Donc déjà, je trouve que c'est pas un principe éditorial. Voilà, déjà, je suis en colère. Je regarde la jaquette, tu sais, le rabat de la jaquette, et je suis présenté comme quelqu'un qui a écrit 3 livres. Donc, mon narcissisme en prend un coup. Ça, c'est... Il y a 3 livres traduits en américain, je n'ai donc écrit que 3 livres, donc ça me met en rage. Pas pour mon narcissisme, mais pour la clôture linguistique américaine, c'est insupportable. J'ouvre le livre, il y a une note du traducteur qui dit, la première phrase, hein, il dit, oui, alors il cite Warburg de façon assez libre, hein, parce que ça ne correspond pas à nos traductions américaines. Donc d'emblée, tu as un traducteur qui dit que j'ai sans doute fait des erreurs, parce que en fait, j'ai pas compris la même chose que l'américain qui a traduit en anglais. Chose qui m'a pas été spécialement reprochée par les Allemands. Voilà, donc l'énervement monte, et puis je feuillette, et là je regarde il y a un chapitre qui s'intitule Fusée, donc c'est pour ça que je t'en parle. Il y a un chapitre qui s'intitule Fusée, qui donc fait référence à ce titre magnifique de ce recueil poético-philosophique de Baudelaire qui s'intitule Fusée, parce que les idées fusent, parce que Binswanger disait de Warburg qu'il avait les idées fuyantes, parce que ces idées fusaient de partout, et que donc fuser, ça allait très bien. Et le titre qui a été choisi pour traduire ça en anglais, c'est Missiles. Voilà. Donc si tu veux, là j'ai refermé le livre et je vais à Buenos Aires. Voilà, c'était mon association d'esprit sur fusée. Ah oui, là tu as reçu un missile. Bah même pas, enfin oui, si tu veux, ça pose des problèmes extrêmement intéressants d'ailleurs, de savoir pourquoi la langue académique est incapable de traduire un mot poétique. Car fusée, c'est pas un mot de moi, c'est un mot de Baudelaire. Normalement, nous en français, on ne dit pas la veillée de Finnegan, on dit Finnegan's Wake. Parce que Finnegan's Wake, c'est un poème. Tadeu, tu as des questions? Oui, une minute, je vais... Pardon. Alex, eu vou colocar as questões aqui no chat do Zoom, ok? Eu selecionei aqui as questões por ordem e algumas a partir das falas do Henri e do Jorge, acredito que já foram respondidas, então coloco aqui para você ler essas 4 e Jorge e Henri, fiquem à vontade para responder conforme o tempo de vocês, ok? Ok. Então, a primeira pergunta... Donc, oui, pardon, la première question, donc. La personne... désolé, je n'ai pas le nom. Souhaite savoir, souhaite mieux comprendre si Georges Didier Berman considère le travail des histoires du cinéma comme une sorte d'analogie filmique à l'Atlas Mnemosyne par rapport à cette façon de penser par le montage. En fait,
Bon, en fait, c'était écrit en français, excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai mis vite. Voilà. Très difficile de répondre à cette question. Je considère les histoires du cinéma comme une œuvre très importante. J'ai des critiques envers Godard sur ce qu'il écrit ou sa position d'auteur ou d'autorité, mais concernant les histoires du cinéma, voilà, c'est une très grande œuvre. Maintenant, je ne suis pas du tout sûr qu'il faille chercher une analogie entre un système donc filmique qui se déroule et un système parfaitement tabulaire comme celui de Warburg. Alors, on cherche toujours des analogies. Il y en a certainement, et puis il y a certainement des très grandes différences. Mais je ne sais pas le lieu pour en parler là, je pense. A resposta, então, é que o Jorge de Huberman considera as histórias do cinema do Godard como uma obra muito importante. Ele, às vezes, critica os escritos do Godard enquanto autor, a autoridade do Godard também, mas ele não tem certeza se realmente há de se buscar uma analogia entre uma obra que é fílmica e, por outro lado, uma obra... eu peço perdão, a palavra me foge aqui, mas ele usou a palavra em francês, tabulaire. Então, enfim, as obras do Warburg, né, são assim, como numa mesa, assim, as imagens um do lado da outra, né? Então, são duas formas de exposição muito diferentes. Então, ele comenta que há certamente analogias, como há também certamente grandes diferenças, mas ele acha que aqui não é o lugar para se debruçar sobre isso com mais profundeza. Perdão, eu vou continuar com a segunda pergunta, então. Então peraí, Tadeu. Tá. Ok. Quel est le rôle de la faute de l'erreur dans l'intervalle, puisque les deux permettent une ouverture sur le style, dans les relations avec les articulations entre les choses, les personnes, les textes, etc. Je vais répondre très brièvement. Il ne faut pas confondre l'erreur et l'errance. L'errance, c'est quand on voyage, on ne sait pas trop où, mais voilà. Et l'erreur, c'est quand on se trompe. Et souvent, les gens confondent les deux, mais il faut essayer d'être dans la vérité de l'errance, je dirais. Então, o Jorge de Huberman chama a atenção para não confundir o erro e a errância, né? Então, quando estamos errando no sentido enfim, da errância, né? Estamos viajando, mas quando a gente realiza um erro, a gente se engana. Então, é muito importante não confundir os dois. Juste, je voudrais dire que j'ai fait beaucoup d'erreurs techniques au long de cette table des matières, mais que en même temps, ça en fait partie et je ne mets pas de hiérarchie. Effectivement, une erreur peut aussi produire beaucoup. Donc, quand je dis je ne mets pas de hiérarchie, je ne mets pas de hiérarchie morale entre tout ça. Et après,
Il y en a qui donnent quelque chose, il y en a qui ne donnent pas quelque chose, comme il y a des errances qui donnent quelque chose, et il y en a d'autres qui ne donnent pas quelque chose. Et après, je pense qu'on peut passer à une autre question. Pardon, Alex. Oui. C'est pas un erro, la tradução de falha, uma falha, um défaut, c'est pas um erro. A tradução é para falha, não é exatamente um erro. As falhas que aparecem durante o processo de montagem, como essas falhas, pelo que eu entendi aqui da pergunta, como essas falhas, elas justamente são férteis, né? Nesse processo, né? Essas falhas que não são exatamente erros. Legal. É porque eu peguei a pergunta em francês aqui. Oui, ok. Tá, então tem que voltar ao... Alors, Tadeu, il indique... Peraí, eu vou traduzir o Henri primeiro, né? Porque o público ficou sem a resposta do Henri. Então, essa complementação, oui, pardon. Claro. Então, primeiro, o Henri Herré, ele respondeu por sua vez, dizendo que houve vários erros técnicos nessa filmagem, né, desse sumário aí, mas que isso faz parte e ele não estabelece nenhuma hierarquia, uma vez que um erro pode produzir muitas coisas positivas também. Então, e quando ele fala de hierarquia, ele fala que ele não coloca nenhuma hierarquia no sentido moral, assim. Então, alguns erros podem resultar em coisas positivas, outros não, da mesma forma que o vaguear, né, errar, assim, às vezes pode resultar em alguma coisa positiva, outras vezes não. Agora, alors, Tadeu a complémenté la question, parce qu'en fait, elle avait été traduite pour moi, elle avait été pré-traduite en français, mais donc en reprenant l'original en portugais, Tadeu, você diz uma falha como meio que um interstício, é isso? Uma brecha? Sim, não exatamente um erro, uma falha, uma falha não pode ser, não é aqui exatamente um erro. D'accord, donc je pense que par exemple, donc ça peut être l'erreur, mais pas uma falha, on pourrait dire donc un défaut, mais comme peut-être comme un trébuchement, quoi. Si parfois le fait un trébuchement peut devenir quelque chose de productif. Alors bon, peut-être que votre réponse sera la même que finalement, voilà. Mais pas tout à fait. Très bien. Je peux. Alors, des trébuchements, des failles, des brèches, puisque j'ai entendu que tu disais brèche, Alexandre, tout le temps. Il y en a tout le temps, et c'est extrêmement, ça fait partie du chemin, justement. Mais là encore, le discours du savoir, très souvent, considère cela comme une erreur. Est-ce que tu traduis? Et si vous voulez, je vous donne un petit exemple qui me vient dans la tête parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps, si ça vous intéresse. Vas-y. Então, agora, né, adaptando a resposta a essa correção, essas falhas, elas acontecem o tempo todo, e isso justamente faz parte do processo. E ele ressalta que aqui também o discurso do saber considera isso como um erro, né? Mas ele vai trazer para a gente um exemplo recente, parce que oui, bien sûr, ça nous intéresse. D'abord, je me souviens, quand Michel Foucault a publié ses livres, Les mots et les choses en particulier, beaucoup d'historiens lui ont reproché des erreurs. L'exemple que je veux donner, il est plus récent dans mes lectures.
dans l'essai de la conférence de García Lorca sur le duende, il raconte l'anecdote selon laquelle la chanteuse, la Niña de los Peines, pour chanter avec duende, elle prend un grand verre d'aguardiente, elle boit et là, elle chante avec duende. C'est l'histoire de García Lorca. Tu veux traduire ou je continue? Je vais traduire, comme ça, Oui, pour aller plus loin. vas-y. Então, ele lembra primeiramente do Michel Foucault, né? Quando da publicação dos livros dele, notadamente quando foi publicado As Palavras e as Coisas, porque os críticos apontaram para muitos erros nesses livros. Mas ele quer trazer, na verdade, um exemplo mais recente, um exemplo de uma conferência sobre o Garcia Lorca e sobre o duende, pardon, o duende. E aí, nessa é uma história que o Garcia Lorca conta, que a cantora, que é, eu perdi, desculpa, la Niña de los... Peines, les peines. A la Niña de los Peines, ela bebe antes de cantar, né, e para poder cantar com o duende, ela bebe um copo de álcool, né, de aguardiente. De cachaça. Ia traduzir assim mesmo, de cachaça. Culturalmente não funciona, mas é isso. Et voilà. Alors, je continue l'exemple. Des historiens, philologues ont démontré que la Niña de los Peines ne buvait jamais d'alcool. C'est donc une erreur de García Lorca. C'est une erreur factuelle. Mais si on voit la logique de son raisonnement, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, nous devons trouver toujours les moyens d'appauvrir justement nos moyens. Nous devons appauvrir pour atteindre le duende. Ça, c'est sa leçon philosophique, même s'il a fait une erreur philologique. Voilà. Então, foi comprovado por historiadores e filólogos que, na verdade, essa Niña de los Peines, ela nunca bebia aguardiente. Então, há aqui um erro factual por parte do Garcia Lorca. Mas, na verdade, isso foi uma forma também do Garcia Lorca passar de que precisamos sempre encontrar os meios de nos apodrecer para alcançar o duende. Então, meios de apodrecimento assim para alcançar o duende. Então, isso é uma lição filosófica que é trazida através de um erro filológico. Alors, comme une espèce de invocation de ce qui va se passer avec le site web La Table des Matières, je propose une association d'idées avec un film où on passe du flamenco à la lamentation, et je te propose de lancer le film numéro 5, La durée. qui est un film de 3 minutes. Então, o Henri Herré, como uma espécie de invocação, já pensando então no site, né, o sumário, Table des Matières, e passando então aqui do flamenco para a lamentação, ele propõe da gente assistir ao filme número 5, que é sobre, o título é Gemer, né? Então, um filme de 3 minutos. Je suis devant ce tableau, devant
en fait n'importe quel objet de pensée et de perception. Et je suis incapable de la déplier jusqu'au bout. Je sens son mystère, je sens son opacité. Alors, je me lamente autour. Donc, bien sûr. Alors, qu'est-ce que lamentation? Alors, dans l'image littéraire, là, elle vient du film de Kubrick. Donc, c'est vrai que tu as ce monolithe géométrique qui ressemble à une œuvre d'art minimaliste américaine. Tu t'en souviens, hein? Voilà, c'est un parallélépipède. Et puis, tu as ces anthropoïdes autour qui font comme ça, qui gémissent. Je trouve que c'est une allégorie magnifique. Et je pense que c'est désiré dire, c'est désiré formuler, et c'est être sur le chemin de la formulation sans y arriver. Donc on gémit de ne pas pouvoir dire. Moi j'ai une tendance à gémir de ne pas pouvoir écrire tous les moments merveilleux ou durs qui pourraient, comment dire, qui auraient la dignité d'être décrits. J'aimerais tout décrire. Bon, voilà. Donc tu gémis aussi parce que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas le monolithe. Tu gémis de ne pas le comprendre. Et en fait, là où il faut dire, tu as raison, depuis le début, tout ce que je fais, c'est ce gémissement, à condition que le travail transforme ce gémissement en phrase et donc en joie, parce qu'en rythme, un gémissement, ça a peut-être déjà du rythme, mais si tu arrives à phraser, ça devient de la musique et ça devient de la joie. Donc transformer un gémissement en joie. Donc, voilà, c'est exactement le mouvement qui m'intéresse dans les soulèvements. C'est comment transformer l'accablement, puisqu'on se soulève quand on a été accablé, quand on est accablé. Et se soulever, c'est une opération extrêmement difficile, c'est transformer, tu peux continuer de gémir et subir ta vie, et puis tu peux un jour dire, mais je vais arrêter de gémir, je vais transformer ce gémissement, je ne vais pas oublier ma douleur, au contraire, je vais la renvoyer, dans l'autre sens. Le poids d'Atlas, je vais le jeter par-dessus ma tête. Et c'est aussi pour ça, pour revenir à la question que tu me posais hier matin, sur ce que j'avais fait en décembre, et ben en fait j'ai fini ce livre sur la lamentation, qui est en fait la fin, c'est la lamentation en tant qu'énergie pour aller au-delà de tout gémissement. Un poème de Paul Celan, c'est pas un gémissement. C'est l'au-delà du gémissement qui n'a pas oublié le gémissement. Mais c'est bien son au-delà. Voilà, alors Georges vient de me dire qu'il se surprenait lui-même. Et je voulais vous dire à vous tous que voilà, on est dans le jeu possible avec cette table des matières. Vous imaginez bien que juste j'avais, je ne sais pas, 7 ou 8 films comme ça qu'on avait traduits et il fallait que l'on joue entre vos questions, nos propos, les films. Et voilà, les cartes sont sur la table, vous voyez comment ça s'est fait. Donc, je te propose, voilà, c'est ça la puissance de la table des matières et c'est ça les rencontres. La rencontre avec vous fait un objet qu'on n'avait pas du tout prévu. Vas-y, Alexandre. Então, o Henri Herré compartilha conosco que o Jorge acabou de falar para ele que ele se surpreende a si mesmo vendo os vídeos. E aí, então, enfim, é aqui que está, né?
estamos aqui no jogo possível, com todas esses sumários, né, essas tables de matière. Ele comenta, né, que tinha 7, 8 filmes traduzidos, e estamos aqui justamente nesse jogo entre as perguntas, as falas e os filmes. Então, todas as cartas estão na mesa, né? E a gente se encontra justamente nesse jogo e a gente vê essa potência que está surgindo, né? Essa potência justamente do encontro aqui entre nós todos. Donc, on n'a rien prévu et on en profite pour passer un bon moment ensemble. Je te propose, Tadeu, qu'on écoute une dernière question. Et puis après, on va se quitter avec un film de 10 minutes où Georges raconte quelle est sa méthode. Então, ele ressalta mais uma vez que nada foi planejado e estamos aqui, né, curtindo esse jogo, essas interações, né? E aí ele propõe, então, de uma última pergunta, porque depois tem mais um filme de 10 minutos, dentro do qual se faz bem claro o método do Georges Gilberman. Então, é a pergunta número 4, né, Tadeu? Le film, ça sera le numéro 1. Le film, Oui, mais oui. oui, Oui, une oui. fois que Tadeu aura posé les questions. On disait la question numéro 4. Exact. Tá. A pergunta original foi em francês ou em português, Tadeu? Foi essa última que você me mandou, né? Não estou te ouvindo. Desculpe. Acho que é essa aí. Você está mudo, Tadeu. Alors. Bom, antes de passar para a última pergunta, uma participante pergunta, ela diz que gostaria de crer que o gato que aparece na mesa é o Chris Marquet encarnado. Na verdade, é a Carcalu, né? A gata de Jorge, mas é interessante colocar essa pergunta, essa ponderação que é muito simpática, e a gente passa para essa pergunta aqui, que é a última, né? Peço Sim. desculpas. Essa que... Vocês vão me perdoar, mas tem o gato do Eisenstein também, né? Diz-se que os dialéticos têm todos um gato, né? Enfim. Bom, allons-y. Considerando a necessidade de manter a voracidade para différents objets... désolé, j'étais en train de lire la question en portugais. Donc, considérant compte tenu de la nécessité de maintenir cette voracité face à différents objets d'étude, et donc, considérant compte tenu il faut une certaine flexibilité du phasme, né, pour changer le style en conséquence. Mais est-ce qu'il existe des endroits ou des objets où il est nécessaire de s'arrêter sur cette voie? Est-ce que cette flexibilité du phasme, elle a des limites? Si je pouvais me permettre de résumer la question peut-être. Le phasme, il va là où il a du désir. Donc, la limite, c'est la structure de son désir. On pourrait dire aussi, la limite, c'est la configuration, mais toujours complexe, toujours comme une constellation, des associations d'idées. Une association d'idées n'est pas infinie, elle est très liée à ta propre subjectivation. Donc, c'est ça sa limite. Et nous sommes limités de toute façon, même dans nos associations d'idées.
Est-ce que je réponds? Então, o Jorge D. Huberman responde que o FASM, ele vai onde há desejo, em que então um dos limites seria a estrutura do próprio desejo. E há também a configuração sempre complexa, a constelação, né, das associações de ideias dessa estrutura, né? E essas associações de ideias, elas não são infinitas, elas têm como limitação a nossa própria estrutura de sujeito, né? Nossa própria subjetivação. Il y a une dernière question, si c'est possible de répondre, je vous la passe. Serait-il possible de considérer l'ouverture du montage par l'archive comme une forme d'illumination profane, selon Walter Benjamin, jouant ainsi avec la frontière de l'image, la frontière entre l'image et la lisibilité. C'est des questions qui ne sont pas évidentes à traduire comme ça dans un chat, dans un chat. Oui. Hein. Alors, j'ai entendu inhumation profane, mais bien sûr, il s'agissait de l'illumination profane. Oui, c'est ça, oui. Okay. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai entendu, mais c'est peut-être moi qui me suis trompé. Oui, je trouve que le modèle de l'illumination profane, qui est appliqué par Benjamin au mode de pensée surréaliste, correspond exactement à ce que j'essaye de dire, étant bien entendu que surréaliste, ça ne veut pas dire n'importe quoi. Surréaliste, ça veut dire donner toute l'extension à la faculté de l'imagination. Et l'imagination, ce n'est absolument pas la fantaisie personnelle. L'imagination, c'est quelque chose qui a à voir avec vraiment l'ouverture même de la pensée. C'est beaucoup plus important que la simple fantaisie personnelle. Je ne sais pas si je réponds très vite là, pardonnez-moi. Donc, effectivement, então, perdão, estou misturando já as línguas. Fatigué, c'est fatigant. O modelo da iluminação profana do Benjamin, ele concorda, sim, que o Benjamin puxa, né, do modo de pensamento surrealista, e então é bem isso que o Jorge de Huberman enxerga aí, e ele vê isso como a possibilidade de dar toda a sua extensão, aqui o pensamento surrealista, né? Que não é qualquer coisa, mas justamente a possibilidade de dar toda extensão à faculdade de imaginação. E aqui a imaginação não sendo entendida como a fantasia pessoal, né? Alguma coisa assim meio assim, mas pelo contrário, como sendo muito mais importante, já que trata-se da abertura do pensamento. Então, a imaginação como abertura do pensamento. E eu acho que é isso. Ah, sim, je ne sais pas si vous avez saisi, mais il y avait un commentaire blague sur le fait qu'il y a quelqu'un du public qui a dit qu'il voulait croire que c'est Chris Marker qui est rentré dans le film sous la forme de chat. Super legal. Merci beaucoup. Muito bom. Alors, Então,
Oui, s'il te plaît. Voilà, je voudrais dire un petit mot comme ça avant le dernier film. Je crois que voilà, on a tous vécu quelque chose dont on est tous acteurs. C'est Tadeu qui est au départ de la proposition. Et puis, il y a aussi ta présence, Alexandre. On sait que derrière, il y a les techniciens qui s'occupent voilà, que ça se passe bien sur YouTube. Ensuite, il y a la langue brésilienne aussi, qui est une nouvelle actrice pour cette table des matières. Et puis, vraiment, on ressent là, nous, avec Georges, une vague, qui est la vague des gens qui nous écoutent. Et on sent que c'est voilà, que c'est un public, cette vague, c'est de l'eau qui est de l'eau sud-américaine. Voilà, et donc, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, on a fait de la philosophie, tous ensemble. Então, o Henri Herré, ele gostaria de dizer que aqui todos nós vivemos algo, né? Fomos todos atores desse evento que foi instigado pelo Tadeu, né? Ele, bom, me menciona também como tradutor, assim como os técnicos que estão aqui nos bastidores, né? Todo mundo aqui, também a língua brasileira, né? Que foi uma atriz dentro desse sumário, né, aqui agora, desse table de matière. E aí o Jorge e o Henri estão sentindo uma onda, que é a onda das pessoas que estão aqui ouvindo, né? Uma onda com água sul-americana. E aí todos nós aqui, então, fizemos filosofia juntos, né? Então, Ok. Tadeu. Ok. Merci beaucoup, Georges Henri. Então, gostaria de agradecer. Merci à toi. Non, merci à vous por toda a generosidade, né? Por toda a generosidade dos dois, né? A gente sabe que as agendas são muito difíceis, mas estamos esperando também esse encontro online. Ele tem um longo alcance, né? Então fica também aqui lançada a proposta da gente trazer as próximas exposições, né? Com esse projeto do Henri e do Jorge, e agradecer sobretudo a todo mundo que está participando aqui ativamente do chat com questões incríveis, e reiterando o agradecimento ao Luiz Garcia, o nosso design, ao Nicolas Jorge, que está fazendo a transmissão entre o YouTube e o Zoom, e o Alex Guin nessa tradução solar aqui que fez para a gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Donc, on lance le dernier film, hein, le film